Écoutez, bonjour à tous. Il est maintenant 17 heures, dépassé de quelques minutes, ce qui a dû normalement permettre à tous de se connecter. Nous allons donc pouvoir démarrer ce WIMEC webinaire. Donc, Philippe Baquet, directeur du WIMEC, et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue pour suivre ce nouveau WIMEC webinaire, notre rendez-vous en ligne mensuel. Alors, ces WIMEC webinaires, voilà. Ces WIMEC webinaires sont plutôt en général l'occasion de faire le point sur un ou plusieurs projets de recherche ou d'innovation portant sur les énergies marines, et notamment ceux qui sont réalisés dans le cadre des appels à projets WIMEC. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons parler aujourd'hui non pas de résultats de projets de recherche et d'innovation, mais de guichets de financement avec le pôle PMBA, le pôle mer Bretagne-Atlantique, qui est un partenaire au cœur de WIMEC et qui d'ailleurs anime l'axe innovation au sein de la communauté. Alors, comme d'habitude, voilà, la durée de ce webinaire sera de l'ordre d'une heure, questions comprises. Et avant de débuter, quelques indications rapides concernant le déroulé du webinaire et vos moyens pour interagir avec nous. Donc, votre caméra et votre micro sont coupés. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton Q&A qui est en bas de votre écran ou en haut, ça dépend des configurations. Et bien évidemment, j'ai un peu de mal à passer, voilà, nous en traiterons un maximum à l'issue de la présentation. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pendant la présentation. Et enfin, je vous signale que ce webinaire est enregistré afin d'être diffusé sur la chaîne YouTube du WIMEC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les 8 premiers épisodes de la série. Donc, je vais maintenant passer la main, et je me déconnecte. Je vais maintenant passer la main, ou plutôt le micro, à Frédéric Ravilly. Donc, Frédéric, tu as normalement la possibilité, voilà, de lancer ta présentation. Et je te laisse le micro, si tu peux peut-être te mettre, voilà. Oui, voilà, ça y est, je suis en plein écran. Merci beaucoup, Philippe. Si tu m'entends bien, je pense que ça doit être le cas de tout le monde. C'est parfait. Parfait. Donc, merci encore voilà, de cette opportunité de présenter donc, des appels à projets qui vont concerner les énergies marines renouvelables. Le choix qu'on a fait avec Philippe, ça a été effectivement de regarder notamment les appels à projets régionaux, nationaux. Donc, c'est un choix qui couvre pas évidemment l'ensemble des appels à projets. On va y revenir dans la présentation. Mais voilà, l'idée, c'était de vous présenter, et il y en a déjà, vous allez voir un certain nombre, et encore une fois, je ne serai pas exhaustif. Mais voilà, l'idée, c'était de parler plutôt des guichets plus accessibles ou plus de proximité. Donc, je me présente, Frédéric Ravilly, je fais partie de la Technopole Atlampole. Donc, je suis basé à Nantes et je suis mis à disposition du pôle mer Bretagne-Atlantique et dans un rôle de relais territorial. Donc, ma mission, c'est de développer le pôle mer sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Et donc, voilà, dans ce contexte-là, j'ai aussi un rôle, évidemment, d'animation du territoire. Donc, également, donc, je participe, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, en tant que représentant du pôle mer au comité opérationnel du WIMEC. Donc, on anime effectivement la dimension innovation de la communauté. Alors, ma présentation va s'articuler sur 2 grandes parties. Je vais commencer par quelques slides très rapides. J'en ai 4 sur la présentation du pôle mer proprement dit, même si je pense qu'un certain nombre d'entre vous nous connaissez déjà. Et puis ensuite, on rentrera évidemment dans le cœur du sujet, à savoir les appels à projets qui sont aujourd'hui mobilisables sur les projets EMR. Vous allez voir, l'idée, c'est pas encore une fois d'être exhaustif, c'est plutôt de vous donner les principaux aujourd'hui ouverts, sachant que ce sont des choses qui sont très mobiles, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est sur des durées en règle générale assez courtes pour les appels à projets nationaux ou régionaux. Et donc, vous allez le voir, je vais essayer de le dire un petit peu aussi systématiquement, mais c'est aussi des appels à projets pour certains qui sont récurrents. Donc, même si vous ratez l'un de ceux-là, voilà, j'ai envie de dire, rassurez-vous, il y aura d'autres opportunités. Donc, quelques mots d'abord sur le pôle mer. Donc, on est un pôle de compétitivité. Notre métier, c'est d'accompagner des projets d'innovation, de faire travailler ensemble des communautés un petit peu différentes, des académiques, des entreprises de tailles très différentes, qui peuvent aller de la start-up au grand groupe industriel.
On a un réseau aujourd'hui d'environ 380 membres. Plus de la moitié sont néanmoins des PME. On est basé sur les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. Le siège est à Brest. Le pôle est né en Bretagne en 2005 et puis étendu à la région des Pays de la Loire en 2014. Quelques chiffres sur les projets qu'on a pu accompagner depuis maintenant une quinzaine d'années que le pôle existe, voilà, en termes de budget, en termes de nombre et puis de financement public obtenu sur ces projets. Bon, je passe rapidement sur les aspects projets structurants, je vais y revenir juste après. On travaille aussi sur des aspects de labellisation de formation. L'objectif pour nous, c'est d'assurer la pertinence des formations et je dirais l'adéquation entre le besoin et l'offre. Voilà, donc, et puis assurer également la communication sur ces formations. Et puis notre activité s'articule autour de 6 grands domaines qui sont listés ici. Alors je vais juste les citer, mais c'est un objectif, hein, ça couvre, ce qu'il faut retenir, c'est que ça couvre l'ensemble de l'économie maritime. Donc, on va parler de sûreté, sécurité maritime, on va parler de naval et de nautisme, on va parler de ressources énergétiques, dans lequel, évidemment, s'inscrivent les énergies marines renouvelables. On va parler de ressources biologiques, là-dedans, on va trouver la pêche, l'aquaculture, les biotech. On va parler d'environnement et de valorisation du littoral. Et puis, des aspects portuaires, logistiques et transport maritime. Alors, ce qui est important de retenir sur ces thèmes, c'est que quand on parle d'énergie marine renouvelable, et je pense que c'est l'une des valeurs ajoutées du pôle mer, y compris dans la contribution qu'il peut faire et dans le travail que nous menons avec WIMEC, c'est une capacité à regarder les projets et à éclairer, disons, les projets sous tous les angles. C'est-à-dire que quand on parle d'énergie marine renouvelable, quand on imagine par exemple aller mettre un système de production énergétique en mer, ça recouvre évidemment les sujets autour du système proprement dit, de production d'énergie, mais ça concerne aussi des sujets de sûreté, sécurité maritime. Ça concerne aussi potentiellement des sujets de naval avec des bateaux de servitude dédiés au parc de production d'énergie marine renouvelable. Ça a un impact aussi évidemment sur les activités et les usagers historiques de la mer, notamment les activités de pêche. Donc il faut évidemment en tenir compte pour que ça puisse se développer de manière cohérente et harmonieuse. C'est évidemment un sujet en lien avec l'environnement, puisque l'objectif, c'est notamment de produire une énergie décarbonée. Et puis, ça concerne également les aspects portuaires, puisque si on imagine aller mettre des objets de très grande taille en mer, ça suppose que les infrastructures portuaires de proximité soient en capacité d'assurer la maintenance, enfin la construction, la maintenance, voire la déconstruction de ces parcs. Donc, la valeur ajoutée du pôle, elle est dans tous ces domaines-là. Et quand un projet arrive au pôle mer, et c'est encore une fois le travail que nous menons avec WIMEC, on a une capacité à accompagner les porteurs dans tous ces domaines-là. Même si le cœur reste bien les EMR, il ne faut pas oublier les autres domaines qui peuvent être des freins, voire quelquefois des blocages sur le déroulé des projets. Quelques mots sur l'équipe. Alors, je ne suis pas exhaustif. L'équipe du pôle mer, c'est une trentaine de personnes. Je focalise plus ici sur les acteurs qui concernent ou qui travaillent plus directement sur les énergies marines renouvelables. Alors, vous en connaissez peut-être certains. On travaille, vous voyez, sur les 6 personnes présentées là, il n'y a qu'une seule personne qui est salariée proprement dit du pôle, c'est Anaïs, et je vais y revenir. La majorité de notre équipe au pôle mer sont des gens mis à disposition par des structures adhérentes. Donc, j'en fais partie. Donc avec la Technopole Atlampole. Mon collègue Boris Teillan, qui a aussi une longue expérience dans le domaine des énergies marines renouvelables, est aussi mis à disposition pour une partie de son temps au sein du pôle mer et donc est également salarié d'Atlampole. Et puis pour travailler notamment sur les sujets EMR, on a la chance de bénéficier de l'expérience de Jean-Yves Pradillon et de l'expertise de Jean-Yves Pradillon de l'ENSTA Bretagne, qui a monté le master EMR donc à l'ENSTA, de Thierry Bouchet, qui est salarié de Naval Énergie. Et puis, alors j'en parle parce que c'est un sujet important évidemment dans les EMR, sur les activités portuaires, on a quelqu'un qui est mis à disposition par le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Et puis donc Anaïs, je finis par elle, mais c'est une personne clé pour nous, c'est la personne donc, qui travaille sur les sujets européens en particulier, mais elle a aussi ce rôle d'ingénierie financière au sein du pôle mer. Donc voilà, c'est un petit peu notre porte d'entrée pour valider les financements et voilà, assurer que sur ces sujets de financement, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, les choses se déroulent le mieux possible. Alors, je finis la présentation du pôle sur l'intérêt de la labellisation du pôle. Alors, j'en parle, labellisation d'un pôle de compétitivité, c'est un objectif pour l'accompagnement projet, mais plus qu'un objectif, c'est surtout, je dirais, un gage de qualité du projet. C'est-à-dire que quand on obtient un label d'un pôle de compétitivité,
ça permet en règle générale de rassurer le financeur. Donc, nous, évidemment, on pousse à cet objectif et ça traduit finalement le travail d'accompagnement qu'on va pouvoir réaliser sur les projets pendant la phase de montage, identification du consortium, identifier montage du dossier proprement dit, identifier le bon guichet. Donc, tout ce travail-là, il est important de pouvoir valider qu'il a été bien fait, bien mené. Et donc, cette validation se fait via le label du pôle maire, mais comme les autres pôles de compétitivité. Et donc, c'est un label qui est obtenu et donné par les pairs, puisque c'est le conseil d'administration au sein du pôle maire qui donne ce label, donc des représentants élus des adhérents du pôle. Donc, on va retrouver évidemment des entreprises de type PME, des groupes, des académiques qui vont donner ce label. Donc, concrètement, comme c'est présenté là sur le slide, ça traduit un accompagnement, ça traduit aussi une reconnaissance. Depuis 15 ans que le pôle maire existe, sans vouloir nous faire de flagornerie, on a une certaine reconnaissance sur la qualité des montages et sur la qualité des projets qu'on peut accompagner. C'est aussi donc une aide dans ce contexte-là au financement. Et puis, j'ai envie de dire que post-projet, il y a évidemment le montage et l'obtention du financement, mais post-projet, on continue cet accompagnement sur des sujets plutôt de communication, de visibilité des membres du consortium, et puis sur des sujets liés au business également, puisque dans les communications qu'on peut réaliser, on peut aussi faire, entre guillemets, un peu de marketing pour les projets et pour les entreprises porteuses de ces projets, voilà, pour faire du lien avec de potentiels clients ou des allied suppliers. Voilà, donc je n'irai pas plus loin sur le projet, sur le pôle maire proprement dit. Alors, encore une fois, donc là maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui concerne vraiment les appels à projets proprement dit. Alors, encore une fois, je ne vais pas être exhaustif, hein, donc ne soyez pas frustrés. On ne pouvait pas tout mettre, on a un temps restreint et puis on veut se laisser aussi avec Philippe un temps de questions-réponses, somme toute assez important. Il s'agit plutôt de brosser un petit peu le paysage, des appels à projets prépondérants aujourd'hui dans lesquels des projets de MR peuvent rentrer. Vous allez voir qu'il y a des projets qui sont dédiés aux énergies renouvelables, mais pas que. Et donc, voilà, on a essayé de brosser ce paysage. Et puis donc, encore une fois, le scope de cette présentation porte essentiellement sur les appels à projets régionaux et nationaux, sachant que, et notamment grâce au groupe de travail Europe de WIMEC, on accompagne aussi des projets européens. Donc, voilà. Ayez bien en tête que la présentation que je vais vous faire n'est qu'un aperçu de ce qui est possible. Et puis, encore une fois, ce sont des appels à projets, vous allez voir, qui ont des durées assez courtes, hein, en règle générale. Donc, il faut comprendre que c'est des choses qui sont assez mobiles, qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc, il faut être, j'ai envie de dire, au bon endroit, au bon moment, avoir le projet prêt le plus tôt possible, mais pour pouvoir appliquer au bon moment. Et donc, voilà, ça fait aussi partie des savoir-faire du pôle que nous faisons et que nous travaillons avec WIMEC, de pouvoir proposer voilà, la bonne opportunité aux membres de la communauté. Voilà, alors cette rapide introduction sur cette deuxième partie étant faite, voilà, j'aborde les premiers appels à projets. Alors, le premier concerne un appel à projet qui s'appelle Entreprise engagée pour la transition écologique. Alors, je vais avoir un petit peu, à chaque fois, à peu près le même déroulé. Donc, voilà, on a essayé de sortir, évidemment, les éléments les plus importants. Donc là, ça concerne la commercialisation, l'industrialisation et la commercialisation de nouveaux produits ou de nouvelles solutions qui donc ont un impact positif sur les aspects de la transition écologique. C'est un appel à projet qui peut concerner des investissements, aussi bien des frais internes et de la sous-traitance. Donc voilà, un panel de financement assez large en termes de lignes de dépenses. Montant minimal à 250K et c'est une aide forfaitaire de 100K sous forme de subvention. Alors, ça aussi, c'est un critère important. Hein. En conclusion, j'y reviendrai, mais la typologie du projet, partenarial ou pas, ce sont souvent des critères importants. Là, il s'agit d'un appel à projet monopartenaire qui doit être porté par une PME. Et effectivement, là aussi, de manière générale, les PME, voire les ETI, sont en général mieux aidés que les grands groupes industriels. Bon, c'est quelque chose, évidemment, qu'on peut comprendre. La durée de cet appel à projet, la durée, des projets attendus est de 18 mois maximum. Et voilà, cet appel à projet aujourd'hui est ouvert jusqu'au 5 avril 2021. Alors, c'est un document qui est… alors, je pense que vous aurez les slides, donc vous pourrez accéder directement, puisque j'ai essayé de mettre à chaque fois les liens hypertextes sur l'ensemble de mes slides. C'est des dossiers assez simples. Hein. Là, en l'occurrence, sur cet appel à projet-là, c'est une dizaine de pages maximum qui est requis.
Les points importants, c'est la capacité à trouver le marché et puis donc ce que l'ADEME appelle les externalités positives, c'est-à-dire quel est vraiment l'impact sur l'environnement. Je confirme que les slides seront bien transmises. Hein. Merci Philippe. Deuxième appel à projet, toujours avec l'ADEME. Donc un appel à projet qui se clôt alors là assez rapidement, hein, 31 mars. Donc un appel à projet assez conséquent. Donc bon, je dirais que si le projet n'est pas prêt aujourd'hui, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué de démarrer maintenant parce que ça laisse un mois de délai. Néanmoins, si vous avez des projets qui pourraient rentrer dans cet appel à projet et qui sont déjà bien avancés, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. L'objectif à très court terme, ce serait d'abord d'organiser une première réunion de pré-dépôt avec l'ADEME, mais donc il faudrait faire relativement rapidement. Donc sur cet appel à projet qui intègre les sujets qui concerne les territoires d'innovation de grande ambition, il y a plusieurs volets dans cet appel à projet. Là, le lien concerne surtout le volet système énergétique et ville durable. Donc avec 3 axes, système énergétique optimisé, production, fourniture d'énergie renouvelable et vecteurs énergétiques. Et puis, bon, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un îlot, là, on est peut-être un peu moins directement concerné. Bon, typiquement, là où les EMR peuvent rentrer dans un appel à projet comme celui-là, ce serait typiquement sur des villes-ports ou sur des villes qui seraient traversées par un fleuve, sur lesquelles on pourrait imaginer utiliser la force du courant pour produire de l'énergie. Budget minimum 2 millions d'euros, donc là c'est un peu classique pour les appels à projets de l'ADEME. 5 partenaires maximum, ça aussi c'est de plus en plus fréquent dans les appels à projets de réduire un petit peu le nombre de partenaires. Alors c'est pas le cas encore de tous les appels à projets. L'ADEME, on a vu cette évolution hein, de réduction et là le chiffre 5 a l'air assez stabilisé. Bon, il faut comprendre que l'ADEME, quand elle contractualise avec les membres du consortium, doit rédiger une convention avec chacun d'entre eux. Donc, voilà, il y a aussi un sujet un petit peu de gestion de l'administratif autour de ça. Donc, ce qui peut se passer, c'est si jamais vous avez des partenaires, vous êtes au-delà de 5 partenaires et que l'appel à projet néanmoins peut vous intéresser, la réflexion consistera à dire comment est-ce qu'on pourrait essayer de réaffecter en sous-traitance peut-être les budgets les moins importants, enfin les budgets des partenaires, les budgets les moins importants de certains partenaires. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc là aussi, hein, on est bien sur les appels à projets de l'ADEME, donc une plus-value environnementale qui soit bien détaillée. Ça doit répondre à une demande marché. Donc, il y a un aspect, là aussi, sur les appels à projets de l'ADEME, ils essaient, pour ces appels à projets-là, d'être assez proches du marché, donc des TRL assez élevés, c'est-à-dire typiquement des fins de démonstration, voire des premières commercialisations. Et puis, cet appel à projet suppose des projets localisés sur le territoire national, y compris d'ailleurs ultramarin, mais voilà, plutôt pour la démonstration sur le territoire national. Et puis, ce qui est apprécié aussi dans cet appel à projet, c'est d'avoir une démarche d'éco-conception dans la production des systèmes. Ensuite, un appel à projet qui a été ouvert relativement récemment, il y a maintenant une petite quinzaine de jours. C'est le concours Innov, un concours innovation. Donc là, on est sur un appel à projet monopartenaire porté par des startups ou des PME. Et l'objectif, bon alors c'est libellé comme tel, donc je vous le lis, hein, ça doit conduire à l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans leur domaine, pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale. Donc il y a une forte ambition dans les critères, hein, alors pas forcément d'éligibilité, mais du moins d'évaluation des dossiers sur l'ambition du porteur et son positionnement à terme commercial. Donc, sur cet appel à projet Innov, il y a 4 thèmes qui sont… Alors, vous voyez, hein, c'est à cheval entre BPI et ADEME. Hein, les 2 opérateurs sont sur cet appel à projet.
Et donc, les thèmes sont voilà, répartis entre l'ADEME et BPI. Donc, là où ça concerne les énergies marines renouvelables, c'est sur l'axe qui concerne l'ADEME, en l'occurrence, énergie renouvelable, stockage et système énergétique, dont hydrogène. C'est vrai que là aussi, on voit beaucoup l'hydrogène dans les appels à projets, enfin, ce mot-clé qui sort énormément. Donc, évidemment, un lien sur l'usage peut-être de l'énergie produite par les énergies marines renouvelables, l'usage en électrolyse pour produire de l'hydrogène. Donc, monopartenaire, je l'ai dit. Des budgets, là c'est intéressant, la plage est assez large, entre 600 000 € et 5 millions d'euros. Donc avec deux critères d'évaluation, avec deux process, disons, d'évaluation, si le projet est inférieur à 1 million d'euros ou supérieur à 1 million d'euros. Évidemment, celui qui est pour les projets inférieurs à 1 million d'euros, ça va un peu plus vite. Mais on pourrait revenir si vous avez des questions là-dessus. Donc celui-ci se clôt le 11 mai. Alors, c'est un concours Innov qui est, encore une fois, c'est quelque chose de récurrent. Là, typiquement, on en est à la 7e vague, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit sortir 1 ou 2 fois par an. Donc là aussi, si vous ratez celui-là, j'ai envie de dire, rassurez-vous, il y aura d'autres opportunités. La typologie d'aide, je l'ai inscrite en dessous. 1 tiers d'avance remboursable, 2 tiers de subvention. Et puis des taux de financement, alors pour le coup global, de 45% pour les petites entreprises, de 35% pour les moyennes. Ça aussi, ces critères de répartition entre l'avance remboursable et la subvention, c'est assez variable hein, d'un appel à projet à l'autre. Ça dépend notamment de la maturité du projet, du niveau de TRL recherché, et plus évidemment le projet va être mûr, proche de la commercialisation, plus on va aller normalement vers de l'avance remboursable, puisque le risque pris par l'entreprise, puisqu'il est plus près du marché, est plus réduit que voilà, sur le lancement d'un projet dont le TRL serait plus bas. Donc c'est un peu ce critère de TRL, de maturité des projets qui oriente, disons, l'opérateur sur le ratio entre avance remboursable et subvention. Bon, il y a d'autres appels à projets où c'est plus fin que ça, c'est-à-dire que globalement, le budget des projets peut être regardé ligne à ligne pour déterminer ce qui est, là si on reprend là aussi le wording de l'ADEME, ce qui est de la recherche industrielle ou du développement expérimental. Et donc, chaque ligne est affectée à l'un ou l'autre, et pour l'un, ça va être de la subvention, pour l'autre, de l'avance remboursable. Voilà. Donc, là, c'est une moulinette interne à l'ADEME, en l'occurrence, qui permet de proposer une répartition en termes d'avance remboursable ou de subvention. Sur ces appels à projets-là, là aussi, on va retrouver des critères d'éco-conditionnalité, c'est-à-dire que l'ADEME, évidemment, et c'est normal, est très vigilante à l'impact réel sur l'environnement de ces projets. Pour citer quelques… alors, c'est autant que faire se peut, hein, tel que c'est libellé dans l'appel à projet. Donc, quand je dis ça, c'est que l'ADEME demande que le porteur du projet propose une évaluation de l'impact environnemental de son projet. Donc, autant que faire se peut, ils sont conscients que ce n'est pas toujours facile à mesurer. Ce qui est regardé, c'est des critères comme l'efficacité énergétique, par exemple, la réduction, l'évaluation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'impact sur la qualité de l'air, l'impact sur la qualité de l'eau, la consommation des ressources que le projet ou que l'utilisation de ces systèmes nécessite, quelles sont les réductions des déchets que ça pourrait impliquer et quel est l'impact sur la biodiversité. Voilà. Donc, il y a une grille de lecture assez précise que propose l'ADEME, que demande l'ADEME, et il est demandé au porteur en général d'essayer d'évaluer l'impact de son projet sur ces différentes lignes. Voilà, autant que faire se peut, je le redis. Voilà un petit peu pour les projets proprement dits de l'ADEME. Je passe maintenant à un appel à projet un petit peu particulier, qui est un appel à projet, alors non pas d'un opérateur public, mais d'un opérateur privé, qui est Evolen. Evolen, c'est un syndicat professionnel des acteurs du pétrolier et du parapétrolier, qui s'ouvre aux énergies nouvelles. Donc, c'est l'appel à projet CITEF. Alors, c'est donc dans cet appel à projet, en fait, il y a des grands sponsors qui sont plutôt des acteurs majeurs du pétrolier ou du parapétrolier, et qui sponsorisent les projets. Donc, c'est eux qui financent les projets. Donc, ce sont des budgets qui sont compris entre 100K et 800K euros, un taux d'aide de 50%.
Alors, ils peuvent accepter des projets au-delà de 800 000 euros, mais dans ce cas-là, ils proposent plutôt un phasage du projet. Donc, ils vont d'abord prendre une première partie qui irait jusqu'à 800 000 euros. Alors, il faut bien que la découpe soit intéressante et intelligente, et puis voilà, ils peuvent ensuite vous dire de revenir pour la suite une fois que la première partie aura été réalisée. Donc, c'est de la subvention, 50% de taux, des projets qui vont durer 18 mois maximum. Alors, petit point de vigilance, on est sur du financement privé, donc ça suppose évidemment des sujets liés à la propriété intellectuelle, également liés au CIR. Donc, ce qui est indiqué dans l'appel à projet, c'est que les sponsors du projet, en l'occurrence, puisque les projets en fait sont choisis par ces fameux sponsors, ça peut supposer un accès aux résultats de ces groupes ou de ces entreprises, également peut-être des conditions préférentielles commerciales qui pourraient leur être proposées si les services les intéressent pour leur core business. Voilà, donc il y a derrière un engagement de la part des porteurs de projets qui cherchent à obtenir ces financements, un engagement à collaborer avec ces partenaires. Et comme il s'agit d'un financement privé, en l'occurrence, c'est compatible en complément avec des financements publics. Donc ça, c'est intéressant de le savoir parce qu'on peut imaginer cumuler un financement CITEF avec, par exemple, un financement ADEME. Donc voilà, ça peut être une belle opportunité. Et là aussi, vous retrouvez le lien vers le guichet. Alors, je vais maintenant passer sur deux appels à projets régionaux avant de conclure avec une synthèse un petit peu des principaux critères sur ces fameux appels à projets. Premier appel à projet régional donc des Pays de la Loire qui est l'appel à projet R&D collaborative. Alors, peut-être avez-vous déjà participé au webinaire qui a été organisé par les pôles de compétitivité. C'est déjà la deuxième édition qui se déroule comme ça. On essaie de travailler de concert avec nos collègues pour présenter cet appel à projet, donc qui n'est pas thématisé, donc ouvert aux énergies marines, aux projets concernant les énergies marines renouvelables. Les critères, c'est 3 partenaires minimum, on parle bien de projets collaboratifs. Porté par une PME ou une ETI ligérienne, puisque c'est un appel à projet de la région des Pays de la Loire. Un critère sur la répartition, on cherche bien des projets collaboratifs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un des partenaires qui ait plus de 70% du budget, auquel cas, on ne peut plus forcément parler de projet collaboratif. La labellisation par un pôle de compétitivité est obligatoire. Un laboratoire maximum dans le partenariat et une PME au minimum. Donc, je vous ai mis ensuite un extrait sur les aides qu'il est possible d'obtenir. Alors, c'est plutôt très bien doté. Sur les TPE, c'est 60% de financement sur le coût global du projet, 50% pour les PME, et puis quand même 30% pour les ETI ou les grandes entreprises. Pour les laboratoires, c'est 100% des coûts additionnels éligibles, donc ce qu'on appelle les coûts marginaux. Donc tout ce qui est directement dédié au projet est financé à 100% par la région. Et puis, autre point extrêmement intéressant pour des entreprises qui seraient ce qu'on appelle primo-innovants, c'est-à-dire qui n'ont pas bénéficié de financement public pour de l'innovation sur les 3 dernières années. Le taux de financement que j'indique est uniquement sous forme de subvention. Pour les autres, c'est 50-50 entre de la subvention et du prêt à taux zéro. Voilà, donc le budget visé, c'est 1 million d'euros maximum, des durées de projet 24 mois maximum. Et puis là aussi, ce qui est attendu, et c'est la deuxième version de cet appel à projet régional, ce sont des retombées économiques à court moyen terme importantes. Donc ça, c'est un critère qui est assez important, qui est très significatif, sur lesquels il faut que les dossiers soient bien étayés, bien argumentés, parce que c'est un critère important pour la région de choix dans les différents projets qui leur seront proposés. 2 relevés, 15 avril et 15 septembre. Le conseil, c'est quand même de déposer le plus rapidement possible, c'est une seule enveloppe, donc voilà, le plus tôt c'est le mieux. Et puis là aussi, vous retrouvez sur notre site internet, mais je pense que ce sera repris aussi sur le site du WIMEC, le lien vers cet appel à projet. Dans ce lien, vous retrouvez le texte complet, et globalement sur tous les liens que j'ai pu vous indiquer, vous retrouvez le texte complet et puis les dossiers de réponse.
Voilà. Et puis pour terminer les appels à projets avant mon slide de conclusion, le dernier, c'est un appel à projet PME du pôle mer Bretagne-Atlantique. Ça concerne alors l'économie maritime au sens large, évidemment, donc les énergies marines renouvelables. Ça concerne les PME, les ETI et les laboratoires de recherche. Alors, en termes de financement, c'est de l'avance remboursable. Alors, je saute tout de suite à l'avant-dernier bullet point. C'est de l'avance remboursable uniquement. Bon, même si c'est vrai que ça peut, on sait que les réflexes sont pas forcément très favorables quand on parle d'avance remboursable. Néanmoins, ça a quand même des intérêts. D'abord, c'est de l'avance de trésorerie. C'est-à-dire que quand on parle d'avance remboursable, vous touchez le financement dès le début du projet. Alors certes, vous devez rembourser, mais voilà, vous avez l'argent en avance, alors que quand on parle de subvention, en règle générale, c'est sur présentation de facture, donc vous faites vous-même l'avance de trésorerie. Ça, c'est le premier avantage, l'avance de trésorerie, qui n'est pas à faire. Et le deuxième point à noter, c'est que ces avances remboursables sont éligibles au crédit impôt recherche. Donc, si sur 100 d'avances remboursables, vous avez quand même potentiellement 30 de subventions qui est à travers le crédit impôt recherche que vous pouvez toucher sur les projets d'innovation. Voilà, et puis donc des critères, enfin des financements entre 45 et 60%, 65% du budget global. Ce sont donc, ça va être porté par une PME, 3 partenaires minimum. Alors l'Igérien-Breton, hein, c'est vraiment intéressant. Les deux régions là s'articulent et se coordonnent sur cet appel à projet pour travailler ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un peu au-delà de la Vilaine si vous avez des opportunités. On saura aussi financer le partenaire breton. Des budgets de projet entre 200 000 € et 1 million d'euros. Donc typiquement, voilà, on est juste avant l'appel à projet R&D collaborative. Et puis il y a à peu près l'équivalent côté région Bretagne sur l'appel à projet R&D collaborative. Et puis on attend là aussi des projets collaboratifs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de budget pour l'un des partenaires qui serait supérieur à 70% du total. 2 relevés pour cet appel à projet, un le 28 mars et un autre le 18 juin. Voilà. Alors, à noter, je parle d'avance remboursable, c'est important d'avoir ça en tête. Avance remboursable pour les entreprises, pour les laboratoires de recherche, donc c'est un peu une exception, mais dans la limite de 100 000 €, de 100 KE, c'est de la subvention pour les laboratoires de recherche, donc 100 KE maximum sur les coûts basés sur les coûts marginaux du projet. Voilà, donc pour nos amis académiques, important d'avoir ça en tête, ça peut être un appel à projet intéressant pour potentiellement peut-être la continuité d'appels à projets, de projets détectés dans le cadre des appels à projets de la communauté WIMEC. Voilà, donc je vois le temps qui avance. J'ai plus qu'un slide de conclusion. Voilà, l'objectif pour moi ici, dans ce dernier transparent, c'était de rappeler un peu les grands critères des appels à projets. L'idée, hein, vous voyez, il y a énormément d'opportunités et encore une fois, c'est qu'une partie que je vous ai présentée là et c'est des choses qui évoluent. Des guichets se ferment, se rouvrent un petit peu régulièrement. Donc, c'est aussi le savoir-faire des pôles que de vous orienter vers le bon guichet. Mais voilà quelques critères, je ne vais pas tous les citer, mais quelques critères qu'il faut avoir en tête qui vont être les guidelines finalement qui vont nous permettre de travailler avec vous et de vous orienter vers le bon guichet. Donc, évidemment, les premiers critères, c'est le budget du projet. Est-ce qu'on est inférieur au million d'euros, supérieur au million d'euros? La problématique des vos fonds propres en tant qu'entreprise, hein, la règle, c'est normalement pas de financement au-delà des fonds propres de l'entreprise. Donc, vous avez 1 € de fonds propres, le public peut intervenir à hauteur de 1 €. Donc, voilà, ça peut être un petit peu limitant, ça, on en est conscient. La description de l'innovation, c'est un critère important, évidemment. On parle bien de tout ça dans tous ces projets de projets d'innovation. Le niveau de TRL va aussi orienter vers tel ou tel appel à projet, suivant qu'il est plus ou moins mature. Hein. Certains, dans les textes d'appel à projet, mentionnent en dur les niveaux de TRL qui sont attendus. Bon, les modèles économiques, à chaque fois, sont évidemment demandés, puisque l'objectif, c'est bien la croissance des entreprises qui participent à ces projets, hein, en termes d'objectifs. Donc, il faut expliquer en quoi la réalisation de ce projet va permettre aux entreprises du consortium de se développer, de développer leur chiffre d'affaires, de développer leur rentabilité et de développer l'emploi. C'est bien ça l'enjeu in fine. Je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur les aspects d'éco-conditionnalité pour les projets de l'ADEME. Est-ce que le projet est collaboratif ou non? Vous avez vu qu'il y a des cas où c'est requis, d'autres cas où c'est au contraire uniquement du monopartenaire qui est attendu. Les PME sont plutôt ciblées. Il faut comprendre que derrière, évidemment, c'est une logique
de vivier d'emploi. Et on sait bien que le vivier est principalement dans les PME. Et puis, voilà, notre travail, c'est de pouvoir vous aider à choisir ce bon appel à projet, qui est, voilà, c'est quand même une jungle un petit peu quelquefois complexe. Donc, voilà, on est à votre disposition et on travaille avec la communauté WIMEC pour voilà, vous aider à ce choix. Voilà, donc je pense que je suis à peu près dans le timing. Philippe, je te laisse reprendre la main si tu veux bien pour les petites questions. Et puis donc, je déconnecte mon écran. Merci de votre attention. C'est parfait. Merci Frédéric pour cette présentation très riche et très intéressante. Alors effectivement, je vais me reconnecter rapidement. Voilà. Et donc, avant de passer à la question de questions-réponses proprement dit, je vais vous présenter, en complément de ce qu'a présenté Frédéric là, pour le PMBA, quelques fonctionnalités du site WIMEC sur lequel vous pourrez retrouver notamment ces appels à projets, alors qui vont être déclinés vraiment et uniquement sous un angle énergie marine, hein, ce qui est vraiment la spécificité, je dirais, du WIMEC. Donc, vous pouvez retrouver ces appels sur le site, donc sur la homepage, et l'accès à cette partie du site se fait par la barre d'outils qui est en haut de la homepage, par la rubrique Recherche-Innovation, puis sur la sous-rubrique Appel à projet. Et en cliquant sur ces boutons, vous accédez à une liste d'appels à projets qui sont d'abord classés par catégorie géographique, qui a été un petit peu aussi le fil directeur de la présentation de Frédéric aujourd'hui. Donc, vous y retrouverez notamment les projets régionaux et nationaux qui ont été présentés, mais aussi les appels à projets européens, on l'a signalé et Frédéric en a parlé. Ça fera l'objet, parce qu'il y a voilà, encore beaucoup de matière dans ce type de projet, ça fera l'objet d'un prochain WIMEC webinaire. Donc, vous pouvez ensuite ouvrir ces listes et cliquer sur un appel à projet en particulier pour avoir une description plus précise, mais synthétique de cet appel à projet. Donc, à date, il y en a une vingtaine qui sont en ligne. Donc, ça vous permettra d'ouvrir voilà, une page A4 qui synthétise les principales données de l'appel. Alors, bien évidemment, son contour technique, les principaux mots-clés liés aux énergies marines, les conditions de consortium, les dates de dépôt, les principales règles de financement, comme l'a présenté Frédéric, c'est important. Et bien sûr, les liens vers les sites des porteurs de ces appels avec les règlements complets. Donc, si vous voulez aller plus loin ensuite dans l'analyse de ces calls, après en avoir pris une connaissance rapide au travers de ces fiches de synthèse, vous pouvez contacter le WIMEC ou les pôles partenaires pour vous aider à intégrer ces appels à projets. Donc, je répète, tous ces calls sur le site du WIMEC vont être vraiment présentés sous un angle énergie marine, ce qui est vraiment la spécificité. Et donc, par exemple, dans un call européen qui va être dédié, par exemple, aux matériaux composites, on va faire ressortir les quelques éléments clés qui peuvent être noyés dans un ensemble beaucoup plus vaste pour faire ressortir, par exemple, les éléments qui pourraient permettre de déposer sur des pales d'hydroliennes ou des pales d'éoliennes. Donc, c'est ça un peu la plus-value de cette sortie d'éléments pour mettre en avant la problématique des énergies marines. Alors, c'est maintenant l'heure, voilà, après cette courte digression de prendre vos questions sur le site. Donc, je vais regarder un petit peu. Alors, il y a des premières questions sur, donc Frédéric, sur les différences entre l'appel Innov et l'appel ILAB. Est-ce que tu as des éléments à ce sujet ? Alors, clairement, dans l'appel à projet Innov, c'est considéré par l'ADEME, et c'est écrit en dur dans l'appel à projet, sauf si je dis une bêtise, mais je crois bien que c'est ça, que ça peut être justement vu comme la suite d'un appel à projet à ILAB. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les deux appels à projet, donc en lien avec les TRE. Voilà. Donc, ce n'est pas une différence, c'est vraiment une complémentarité en l'occurrence. Donc, il y a une différence en termes de maturité. Voilà, un petit peu par rapport à ça. Je le dis, Sandrine, si tu veux ouvrir leur micro, j'ai deux collègues, notamment que je vous ai présentés tout à l'heure, Boris et Anaïs, qui sont aussi présents avec moi. Donc, si tu veux bien ouvrir leur micro, si y a des compléments à apporter sur des aspects plus pointus comme cela, surtout Anaïs, Boris, n'hésitez pas. Voilà. Normalement, on peut m'entendre là. Bonjour à tous. Oui, on t'entend. Bonjour Anaïs.
Bonjour. Voilà, donc pour répondre à cette question, les deux sont dans la continuité. Et effectivement, en règle générale, être passé par un iLab avant d'avoir fait le Innov, c'est écrit en dur, c'est plutôt très favorable. C'est plutôt apprécié de la part de l'ADEME. Alors, toujours dans Bonjour la à même tous, veine, m'entendez? il y a une autre Ouais, question Boris, on t'entend. sur les Innov. Ah, pardon. Alors, je vais poser la deuxième question qui concerne aussi les Innov, comme ça vous pourrez y répondre de manière un peu globale. Il y avait une question un peu plus précise sur les niveaux de TRL, donc tu l'as évoqué, mais quels seraient les niveaux de TRL de départ et de fin pour un projet concours Innov? Il y a effectivement question assez précise. Je sais, moi, je n'ai pas la réponse là tout de suite, donc je rouvre, je regarde l'appel à projet proprement dit. Je ne sais pas si Naïs, tu as ça là tout de suite en tête. Entre-temps, je peux juste préciser, entre Innov et iLab, on t'a dit l'essentiel, Frédéric. iLab, il y aura une notion de connexion avec un laboratoire, dans le travail de l'entreprise, en connecté à un laboratoire qui sera beaucoup plus prégnante. Il faut savoir aussi que l'opérateur, c'est la BPI, alors que Innov, c'est soit la BPI, soit l'ADEME. Voilà, c'est les deux petites aussi différences. Ouais. Donc le niveau de TRL est pas, sauf de ma part, indiqué en dur dans l'appel à projet Innov. Par contre, ce qui est attendu, c'est aller typiquement vers de la commercialisation. Donc plutôt des TRL en fin de projet autour de 8 voire 9. Voilà. Alors après, le démo de départ, si on imagine la continuité avec le iLab, on va plutôt typiquement partir de TRL autour de 6. Voilà, ce serait ça un peu la cible. Ok, alors on va passer à d'autres appels à projets. Donc, dans le cadre des appels à projets régionaux qui ont été présentés, Oui. est-ce que les laboratoires de recherche qui seraient situés hors des régions Bretagne et Pays de la Loire, est-ce qu'ils sont éligibles au financement? Alors non, malheureusement, hein, là on parle bien de financement public régional, donc non, c'est vraiment le financement des acteurs du territoire. Alors, je vais peut-être prolonger la question aussi. Est-ce qu'ils peuvent faire partie du consortium et trouver leur propre financement? Oui, ça c'est tout à fait possible. Alors finalement, il y a deux alternatives. Soit effectivement le laboratoire est partenaire et trouve son propre financement avec sa région ou autre, ou bien on peut l'imaginer en revanche en sous-traitance de l'un des partenaires des Pays de la Loire ou de la Bretagne sur l'appel à projet PME par exemple. Ok, merci. Et il compte, juste pour préciser, il compte dans le comptage des partenaires. Si un académique breton veut se positionner en partenariat avec un projet R&D collaboratif de la région Pays de la Loire, il faudra trouver le financement plutôt côté Bretagne, bien sûr, et ça, on peut aider avec le Polmer, mais il va compter sur le chiffre 3 à atteindre en nombre de partenaires. D'accord. Et donc, ça peut être intéressant pour atteindre les conditions de consortium. Exactement. Parfait. Sachant que par contre, le portage doit bien être assuré par une entreprise du territoire. Alors, dans un projet monopartenaire, est-ce que l'entreprise peut néanmoins être accompagnée par un centre de recherche? Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on appelle accompagné par un centre de recherche? C'est-à-dire que je l'interprète moi comme étant il peut y avoir une sous-traitance par un centre de recherche, ça, il n'y a pas de souci. Une entreprise qui ferait appel pour une prestation à un laboratoire qui peut être l'Ifremer, qui peut être l'UGE, qui peut être l'Université de Nantes, oui, ça, c'est pas du tout un problème. Voilà. Après, accompagner, il faut voir de quoi on parle. Quoi. Une partie pourrait peut-être de toute manière être mise en sous-traitance, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, encore une fois, l'aspect monopartenaire, c'est de pouvoir concentrer le financement sur une entreprise. Je prends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, hein, qui pourrait devenir à terme un acteur majeur, pour ne pas dire leader dans son domaine. Donc l'idée, c'est de concentrer le financement sur elle. Après, c'est son affaire, entre guillemets. Alors, il y aura évidemment une explication à donner, mais une explication est pourquoi le budget est de temps, et ça, les financeurs vont regarder évidemment un petit peu en détail. Mais dans les lignes budgétaires, il peut très bien y avoir une prestation d'un centre de recherche au service de l'entreprise. Ça rentre complètement dans les critères d'éligibilité.
OK. Alors, peut-être une question plus sur le fonctionnement Ouais. du Polmer. Que propose le PMBA lors de l'accompagnement pour la phase de montage des projets? Alors, ça va dépendre un petit peu de l'état dans lequel nous arrive le projet. Je vais balayer un petit peu toute la chaîne, comme ça les gens pourront voir un petit peu tout l'ensemble entre guillemets des services, sachant qu'on peut arriver à différents niveaux, et on peut arriver, y compris avec un projet quasiment bouclé, hein, on a quelquefois le cas. Disons que, prenons le cas un peu extrême, où on a par exemple un laboratoire ou une entreprise qui a une idée de projet, pas de consortium, pas d'idée de budget, etc. Donc nous, on va pouvoir, et d'ailleurs ça, nous, on a aussi des manifestations, hein, nos actions d'animation sont aussi là pour essayer de faire sortir typiquement ces idées-là. Donc notre premier travail, ça va être de regarder sur l'idée qui est proposée là, quels seraient les partenaires nécessaires pour la réalisation du projet, c'est-à-dire le montage du consortium. C'est la première chose. Avec qui il faut que l'entreprise travaille pour pouvoir aboutir. C'est-à-dire de quelles compétences elle a besoin, quelles sont celles dont elle dispose en interne et de quelles sont celles qu'elle va devoir trouver à l'extérieur. Donc nous, on a une première action, ça va être ça. Dans le réseau, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un petit peu moins de 400 membres, ça va assez vite, hein, puisque ça couvre à peu près l'ensemble des domaines de l'économie maritime. Je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi tout de suite connecter nos collègues méditerranéens avec qui on travaille de manière très étroite, hein, le Polmer Méditerranée, qui va pouvoir éventuellement compléter, si on ne trouve pas notre bonheur, entre guillemets, dans le Grand Ouest, compléter le consortium. Donc ça va être la première étape. Une fois qu'on a le consortium, on va pouvoir, alors là aussi, c'est vraiment géométrie variable, hein, c'est un peu un couteau suisse qu'on utilise en fonction du besoin, mais on peut aussi, une fois qu'on a le consortium, organiser, mener, coordonner les réunions du consortium, avec pour objectif de définir ce que les gens veulent faire ensemble et de faire sortir un petit peu la matière pour que chacun sache bien ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, la définition des lots, la définition des tâches, etc. En revanche, ce qu'on ne fera pas dans cette étape-là, c'est tenir le crayon pour la rédaction. Soit l'entreprise peut le faire, ou un partenaire peut le faire, ou les partenaires le font de manière concertée, soit en revanche, on peut faire appel à notre club partenaire dans lequel on a un certain nombre de cabinets, conseils, dont c'est le métier, qu'on peut recommander, disons, à ce consortium pour écrire le dossier. Donc voilà, donc c'est cette deuxième action, c'est vraiment le montage du dossier. Ensuite, une fois qu'on a ce dossier, alors c'est jamais aussi linéaire que ça, hein, mais je caricature pour essayer d'être un peu clair. Une fois qu'on a ce dossier, on va s'intéresser évidemment, alors on va le labelliser, bon, mais ça c'est notre, entre guillemets, le passage interne devant le conseil d'administration, mais ça ne demande pas de travail supplémentaire. En revanche, une fois qu'on a le dossier, évidemment, on va rechercher le financement. Et donc, dans ce travail de recherche de financement, on va travailler avec le consortium en fonction du budget, comme je vous le disais, en fonction de la nature du consortium, à trouver le meilleur appel à projet. Dans la philosophie du Polmer, on préfère partir du projet et trouver le meilleur appel à projet plutôt que l'inverse, qui serait possible, se dire on a un appel à projet, comment on rentre un projet dedans? Nous, on considère que ça peut être plutôt un moyen de tordre les aiguilles et de décrédibiliser ou de rendre le projet moins crédible. Donc voilà, donc, une fois qu'on a ce projet, on va essayer de trouver le meilleur appel à projet possible, éventuellement en redimensionnant un petit peu le projet pour que quand on a un appel à projet qui semble pertinent, pour que ça rentre quand même, parce qu'il y a quand même des critères d'éligibilité qu'il faut respecter, mais on va essayer on va travailler avec le consortium pour que voilà, il y ait une bonne adéquation entre l'appel à projet et le projet. On va pouvoir, en amont du dépôt, organiser des rendez-vous avec le financeur. Alors, c'est vrai que d'un financeur à l'autre, il y a plus ou moins d'ouverture à ça. Bon, la région, évidemment, est très ouverte à ces réunions de préparation. L'ADEME, également, est extrêmement ouverte, même demandeuse de ces réunions de préparation. C'est un petit peu moins vrai pour d'autres guichets nationaux. Bon, néanmoins, nous, on peut passer évidemment quelques coups de fil pour sensibiliser, pour voir un petit peu sur l'appel à projet qu'est-ce qui est attendu, pour être sûr d'avoir les bons mots-clés dans la réponse à l'appel à projet. Donc, tout ça dans l'objectif d'avoir un dossier le plus pertinent possible pour l'appel à projet. Et donc ensuite, dépôt du projet. Et puis là, le projet est pris en main par le financeur. Voilà un petit peu les grandes étapes du montage. Alors,
Ça, c'est toute la chaîne, globalement. Mais encore une fois, nous, il arrive qu'on puisse avoir des projets qui nous arrivent, entre guillemets, déjà montés. Le consortium est déjà créé, le dossier ou les tâches, les lots déjà bien avancés. Donc, bon, voilà, notre travail va être un peu plus réduit, évidemment, dans ce contexte-là. On va vraiment se focaliser sur la recherche du financement et le lien avec le financeur. On peut aussi avoir un cas, alors je prends du coup l'autre extrême, je partais de l'idée au départ, mais de l'autre extrême, où on a un projet qui arrive complètement ficelé, avec même l'appel à projet identifié. Alors, ça peut être le cas quand un guichet demande un label d'un pôle de compétitivité. Donc, nous, on va quand même travailler en amont à bien valider, à bien relire le dossier, à être sûr que voilà, tout est bon dans le dossier et correspond bien aux critères d'éligibilité. Et puis, il arrive aussi qu'on ait des porteurs de projets qui nous sollicitent pour avoir le label du pôle, cette fois-ci plus dans un objectif de communication. De pouvoir bénéficier des outils du pôle en termes de relais, de participation à nos manifestations où ils vont pouvoir prendre la parole puisque projet labellisé par le pôle maire, de nos newsletters, etc. Voilà. Encore une fois, hein, c'est vraiment, on n'a pas d'offre spécifique ou standard, c'est à chaque fois c'est du cas par cas et on s'adapte vraiment aux besoins du porteur. Ok, merci Frédéric pour cette réponse très complète. Peut-être toujours dans la mouvance de questions qui tournent autour du pôle maire et de son organisation. Quelles sont les conditions pour être soutenu par le pôle maire et par WIMEC pour monter un projet de recherche? Les conditions, c'est d'être. Alors, pour WIMEC, ça va plutôt être un académique, puisque c'est les appels à projets de WIMEC, mais là, je te laisserai éventuellement compléter ou Je vais infirmer. commencer, puis je compléterai peut-être un peu là. Ouais, voilà. Donc, bon, pour WIMEC, c'est les appels à projets WIMEC, en tous les cas, sont réservés et financent les académiques. Donc, voilà, il faut être de cette typologie-là, je dirais. Pour le pôle maire, voilà, nous, notre association regroupe aussi bien des académiques que des entreprises. Donc, il n'y a pas de. Voilà, nous, comment dire, on est en capacité d'accompagner aussi bien des projets très académiques que des projets sans académiques. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de problématique. Par contre, ce qu'on va demander, c'est d'être au moins que le porteur du projet soit adhérent de l'association. Ça, c'est quand même un critère important pour nous. Et puis, il faut aussi quand même, on parle de projet collaboratif, c'est quand même ça notre cœur de métier. Il faut aussi être prêt à ouvrir un petit peu les livres. Quand je dis ouvrir les livres, c'est pas de dévoiler la confidentialité, mais par contre, être prêt à jouer le jeu, puisque on veut bénéficier du financement public. Donc, on va demander quand même un résumé non confidentiel du projet sur lequel il faut que le porteur accepte qu'on fasse une communication, à minima dans un document qui s'appelle le livre de bord, que vous allez trouver sur notre site internet, qui regroupe l'ensemble des projets qu'on a pu labelliser. Donc voilà, ce point-là va être important. Bon, c'est pas très compliqué, c'est quelques lignes pour décrire le projet. Voilà. Et puis ensuite, nous alors, soutien du pôle maire, à partir du moment où les acteurs sont adhérents, nous, on va soutenir le projet. Après, tout n'est pas possible en termes de financement. Et comme je le disais, dans les critères, il y a typiquement la problématique des fonds propres, notamment pour les PME ou les startups. Ça peut être un sujet assez important, problématique pour certains, d'avoir suffisamment de fonds propres pour pouvoir accéder à du financement public. Donc, dans ce contexte-là, et là, je vais remettre un peu ma casquette pour le coup technopolitaine, quand on voit qu'il y a une start-up, par exemple, dans un projet qui est un peu faible sur ses fonds propres pour pouvoir bénéficier à plein du financement de l'appel à projet, on fait évidemment le lien avec la Technopole qui va pouvoir aussi l'accompagner en tant qu'entreprise individuelle, cette fois-ci non pas au titre du projet d'innovation, mais vraiment d'entreprise dans toutes les dimensions pour essayer de travailler avec elle sur éventuellement la levée de fonds, sur la manière dont elle peut concrètement monter ses fonds propres. Voilà. Donc là aussi, un service dédié plutôt start-up, là pour le coup, ou PME, le cas échéant, mais plutôt start-up, pour pouvoir faire en sorte que les conditions de possibilité soient bien réunies pour pouvoir accepter et être successful aux appels à projets. Donc, juste peut-être alors merci Frédéric. Donc, moi, ce que je retiens aussi, c'est que voilà, une des conditions importantes, c'est d'être adhérent du pôle. Et ensuite, je dirais que c'est assez naturel. Voilà, alors c'est le porteur. Ce qu'on demande, c'est le porteur. S'il y a des consortiums où l'ensemble des membres ne sont pas adhérents, c'est pas bloquant pour nous. C'est simplement à minima le porteur. Alors effectivement, pour les projets WIMEC, je vais pas en reparler puisqu'on a fait un webinaire vraiment spécifique
à ces projets il y a un mois, donc vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube du WIMEC. Alors effectivement, on finance là dans ce cadre des partenaires académiques ligériens accompagnés par des partenaires industriels qui vont pouvoir ensuite bénéficier des recherches qui sont menées par les partenaires académiques. Alors, pour les projets nationaux, on s'appuie sur les pôles partenaires, hein, donc le PMBA, bien évidemment, partenaire cœur de WIMEC en priorité, mais aussi, et si on a besoin d'aller chercher des compétences spécifiques d'autres pôles, par exemple, sur la fabrication avancée, le pôle MC2 est aussi partenaire de WIMEC, le pôle S2E2 sur le génie électrique sont aussi des pôles partenaires. Et donc, le partenariat avec ces trois pôles permet de couvrir l'ensemble des compétences qui sont nécessaires à l'étude des énergies marines. Donc, on a une couverture assez globale grâce à ces partenariats. Et puis, on n'a pas parlé d'Europe aujourd'hui, mais on le fera à une autre occasion. Et sur ce point, WIMEC a des actions un peu spécifiques, de lobbying notamment à Bruxelles, pour intégrer dans les futurs appels à projets les mots-clés qui nous intéressent par rapport à notre typologie d'acteurs dans l'écosystème. Et puis toujours avec les pôles partenaires, pour par exemple des soutiens à la relecture collective de projets ou pour identifier des partenaires européens ou intégrer des consortiums européens grâce à nos carnets d'adresses respectifs. Donc voilà, un certain nombre d'actions. Et pour bénéficier, je dirais, de ces actions au sein de la communauté, il suffit d'être implanté en région, en tout cas pour les activités WIMEC. Alors, je regarde là, on a beaucoup de questions qui arrivent, et puis aussi on a quelques réponses. On a ouais, voilà, qui nous indique que pour Innov, le TRL de départ est de 7 et l'arrivée à 9. 7 à 9. Donc on va bien jusqu'à la commercialisation sur cet appel à projet. Donc c'est plutôt effectivement bout de chaîne, on va dire. Alors peut-être une question sur les fonds propres, qui est aussi un sujet effectivement important pour les PME et les startups. Le montant des aides étant attribué en fonction des fonds propres, et ces derniers pouvant être modestes, notamment au démarrage d'une entreprise ou d'une start-up, est-ce qu'il faut impérativement avoir une levée de fonds préalable au dépôt d'un dossier, ou est-ce qu'on peut paralléliser ou anticiper? Oui, alors la réponse est, j'ai envie de dire plutôt oui. Je ne veux pas être trop catégorique parce que c'est encore une fois du cas par cas, mais oui, effectivement, si on demande un financement public qui, par exemple, sur un projet qui va faire 1 million, l'entreprise porteuse va avoir 500K, elle veut demander 250, il faut que les fonds propres soient à cette hauteur-là. La grande règle, c'est ça. Après, voilà, il y a des choses qui peuvent être négociées, discutées, mais voilà, en tous les cas, les grands critères, ils sont là. Donc la réponse est plutôt oui. Et c'est là où c'est important, et c'est pour ça que le Polmer, en l'occurrence, alors je ne l'ai pas mentionné dans la présentation de l'équipe, mais moi et Boris, on fait partie de la Technopole Atlampol. On a nos collègues en Bretagne qui sont aussi un certain nombre issus de Technopole. Et donc le Polmer s'appuie sur les Technopoles du Grand Ouest pour travailler justement ce sujet d'accompagnement individuel d'entreprises qui sont dans les projets collaboratifs que nous-mêmes accompagnons. Voilà. Donc, il y a une vraie… Et ça, c'est pour voir un peu comment ça se passe dans d'autres écosystèmes, dans d'autres régions de France. On a cette force dans le Grand Ouest, et je pense que aussi bien en région Bretagne qu'en région Pays de la Loire, c'est vraiment pertinent, cette cohérence entre les pôles de compétitivité et les technopoles pour que les entreprises qui démarrent leurs innovations, qui démarrent sur un projet d'innovation, finalement, des startups qui se créent là-dessus, puissent de concert être accompagnés sur le projet et sur l'entreprise, la création et le développement de l'entreprise en tant que telle. Voilà. Et je mentionne, je l'ai dit tout à l'heure sur le club partenaire, j'ai parlé du club partenaire tout à l'heure par rapport au guichet de financement, par rapport aux cabinets qui peuvent vous aider à rédiger des dossiers. Dans ce club partenaire, on a aussi des fonds financiers, des organismes bancaires avec lesquels on met régulièrement nos adhérents en relation et qui ont, au-delà des actions classiques d'acteurs bancaires, de prêts, etc., beaucoup ont maintenant aussi des outils pour intervenir en haut de bilan et avoir des prises de participation. Donc ça, il faut le savoir. Je pense à Merinvest, par exemple, pour Banque Populaire. Je pense à Nautibank, la Caisse d'épargne qui a aussi ses outils. Voilà, il y a plusieurs acteurs comme ça qui ont des financements. Et puis la région Pays de la Loire met aussi à disposition des entreprises qui démarrent
potentiellement des fonds pour des prises de participation. Ça s'appelle PLP, Pays de la Loire Participation, avec lesquels on peut vous mettre en relation et qui peuvent intervenir, y compris en amorçage. Alors, après, il faut comprendre que la logique de ces fonds, que ce soit des fonds de la région ou des fonds privés, c'est toujours un équilibre de portefeuille. Donc, là aussi, j'ai envie de dire, il faut arriver au bon moment, c'est-à-dire que si vous demandez un financement pour de l'amorçage, il faut que dans le portefeuille du fonds qui va vous suivre, vous arriviez au bon moment pour que sa partie, disons, amorçage soit pas déjà toute consommée et qu'il lui resterait plus que du développement. Voilà, donc il faut comprendre, les fonds, ils ont une logique aussi d'équilibre dans la prise de risque, bien évidemment. On n'a pas de fonds qui font uniquement de l'amorçage. Donc voilà, j'ai un peu fait une digression, mais oui, là, pour revenir sur la question, la réponse est oui, en général, il faut quand même travailler aussi bien la levée de fonds et la capitalisation de l'entreprise quand on démarre que le projet proprement dit pour pouvoir répondre efficacement à un appel à projet. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les financeurs, on a quelques expériences, par exemple avec l'ADEME, conditionnent comment dire, le déclenchement des financements des appels à projets à la levée de fonds. Voilà, ça, on l'a vu faire aussi. Okay. Juste pour continuer exactement là-dessus, ce qui veut dire que ça nous est arrivé d'accompagner des projets pour lesquels, au moment du dépôt, les capitaux propres ou les fonds propres n'étaient pas forcément, on va dire, idéaux, mais que des éléments tangibles indiquaient et rassuraient fortement le financeur, comme quoi une levée de fonds allait très très certainement arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà, ça peut arriver et ça nous est arrivé plusieurs fois. Très bien. Alors peut-être une dernière question parce que le temps tourne. Combien de temps prend la labellisation d'un projet lorsque celle-ci est requise, comme par exemple pour la R&D collaborative en région? Alors là, je dirais que le timing, il est plutôt imposé par l'entreprise que par le pôle, en sens que l'instance qui labellise pour le pôle mer Bretagne Atlantique, c'est notre conseil d'administration qui se tient tous les mois. Et évidemment, étant donné l'importance d'un guichet comme celui-ci, et puis encore une fois, il y a à peu près l'équivalent en Bretagne, on a calé nos conseils d'administration, c'est-à-dire nos instances de labellisation, juste avant les dépôts des dossiers. Donc, par exemple, sur le label qui doit intervenir pour les projets, pour le premier relevé des R&D collaboratifs qui est le 15 avril, on a un conseil d'administration le 9 avril. Voilà. Et on fera la même chose pour celui du 15 septembre. Donc, si vous voulez, quand le label est recherché par rapport à un timing de dépôt d'appel à projet, voilà. Alors là, pour le coup, quand c'est national, on ne peut pas s'adapter à chaque fois, mais bon, on va viser. Il faut compter, disons, un mois au maximum avant pour avoir le label. Il faudra déposer au pôle mer au plus tôt, un mois avant, le dossier. Avant le dépôt à l'appel à projet. Alors, on est conscient qu'en un mois, on peut encore faire beaucoup de travail sur un projet. Donc, évidemment, dans cette situation qui est un peu le cas extrême, encore une fois, avec un conseil d'administration tous les mois, on est évidemment on est relativement bienveillant. On est conscient qu'il y aura encore des améliorations par rapport à l'appel à projet. Ce qu'on peut faire aussi, et ça, par exemple, encore une fois, avec l'ADEME, qui est plutôt un financeur plutôt ouvert, on peut aussi imaginer un dépôt, un label post-dépôt. L'ADEME, par exemple, accepte encore quelques semaines après le dépôt officiel du projet de renvoyer quelques éléments complémentaires, dont le label. Donc, en ce moment-là, dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est en général une lettre de soutien avec le dépôt en disant que le projet est instruit par le pôle et que la date du prochain conseil d'administration qui va pouvoir donner le label, c'est telle date. Et donc, voilà, ça permet d'expliquer que c'est bien rentré ça passe bien par nos fourches codines et que le label sera donné, si tant est que le conseil d'administration, évidemment, le valide, sera donné dans un délai raisonnable juste après le dépôt du dossier. Ok, merci Frédéric pour ces réponses vraiment, vraiment très complètes. Il y a encore quelques questions qui arrivent, mais bon, l'heure tourne. Juste parce que, j'en vois une là sur l'hydrogène et c'est important. Vas-y. On va peut-être terminer là-dessus parce que c'est vrai que c'est un mot-clé hydrogène qui est aujourd'hui très. Alors, j'allais dire à la mode, mais c'est vrai que c'est un sujet important. Il y a beaucoup d'argent autour de l'hydrogène. En règle générale, quand on parle d'énergie marine renouvelable sur des appels à projets régionaux, là, les deux dont je vous ai parlé ne sont pas thématisés. Donc, l'un et l'autre sont tout à fait possibles. L'un avec l'autre, voilà. Sur les guichets nationaux, en règle générale, quand on parle d'énergie nouvelle, voilà,
et l'hydrogène et les énergies marines renouvelables sont éligibles en règle générale. Voilà. Donc, la réponse est clairement quand on vise un appel à projet qui serait thématisé énergie renouvelable, voilà, les deux mots-clés énergie marine renouvelable et hydrogène sont plutôt très positifs. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que avec les actions aujourd'hui autour de l'hydrogène, les financements au niveau régional, au niveau national et au niveau européen, il faut peut-être presque plutôt regarder quels sont il y a beaucoup d'appels à projets dédiés à l'hydrogène dans lesquels on va pouvoir faire rentrer des sujets énergie marine renouvelable sur les aspects de production. Je pense à un particulier qui est, par exemple, écosystème hydrogène, alors qui n'est pas d'innovation, qui est plutôt de l'investissement, mais dans lesquels ça suppose de la production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, et dans laquelle donc les EMR sont évidemment les bienvenus. Et peut-être juste un petit dernier complément concernant notamment l'Europe. Donc le programme Horizon Europe, qui va être programmé 2021-2027, n'est pas encore sorti officiellement. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a déjà accès au travers un peu de nos actions de lobbying à des drafts et qui montrent que cette thématique, à la fois EMR, à la fois hydrogène et le couplage entre les deux, sera une thématique qui sera soutenue dans le cadre de cette programmation 2021-2027. Et je pense que nous aurons l'occasion de faire le point là-dessus sur un prochain WeMake webinaire, parce que vraiment, effectivement, cette problématique et ce sujet de l'hydrogène est vraiment un sujet qui monte très fortement. Et son couplage aux énergies renouvelables en général et aux énergies marines en particulier, notamment l'éolien offshore, dont le coût est en train de chuter, fait que ce couplage devient vraiment naturel d'un point de vue économique. Et donc, il y a vraiment des innovations très fortes qui vont émerger de ce couplage. Voilà, donc, bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à… Ouais, je vois qu'il reste encore quelques questions. Bah, n'hésitez pas à nous les renvoyer. Voilà. Voilà, vous avez nos coordonnées, aussi bien Philippe et moi. On sera ravis de pouvoir y répondre, éventuellement par écrit, ou n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. On sera ravis de pouvoir y répondre. Il y a encore des questions intéressantes. Là. Voilà, donc n'hésitez pas, les contacts, vous les avez. Donc, alors c'est maintenant, bon voilà, l'heure a tourné, donc il va être temps de clôturer ce webinaire, et c'est aussi le moment de vous annoncer le prochain, donc le prochain WeMake webinaire, qui aura lieu dans un peu moins d'un mois, le 1er avril, à la même heure, à 17h. C'est pas un poisson. Et on vous présentera avec notre partenaire Farwind le projet éponyme, qui a été soutenu par plusieurs projets de recherche dans le cadre notamment du WeMake. Alors, le projet Farwind, c'est un projet qui explore un peu le potentiel de navires, des drones hydro-éoliens. Vous en voyez un en bas à gauche de la slide, qui est un navire de 80 mètres. Vous avez une petite tache devant, en fait, c'est un homme. Vous voyez, ce sont quand même des navires de grandes dimensions et qui vont produire du carburant renouvelable à partir d'une ressource éolienne qui va être, entre guillemets, moissonnée en très haute mer. Donc, c'est une technologie qui est très complémentaire des turbines éoliennes qui sont posées ou flottantes et pour lesquelles l'exploitation de la ressource très au large n'est pas envisageable, puisque ça impliquerait des coûts de raccordement électrique ou d'ancrage qui seraient trop élevés. Donc, c'est un concept qui a été développé par Centrale Nantes et qui vous sera donc présenté lors de ce prochain WeMake webinaire. Donc, j'espère que ces quelques mots d'introduction vous ont donné envie d'en savoir plus sur ce sujet et de participer avec nous donc, le mois prochain. Donc, vous pourrez d'ailleurs vous inscrire dès demain sur le site en ligne. Je crois que même que c'est déjà le cas à cette heure, sur le site du WeMake, donc wemake.fr, en passant par l'agenda sur la homepage et en sélectionnant ce webinaire du 1er avril. Et on vous enverra de toute manière très rapidement plus d'informations par mail pour vous inscrire, comme habituellement. Alors, pour conclure, vous recevrez également par mail d'ici quelques jours un lien vers la synthèse du webinaire, donc la présentation et les présentations, donc, notamment celle de Frédéric, associé, et puis la vidéo. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager, à diffuser ces contenus aux personnes intéressées. Je pense qu'on la mettra aussi en ligne, comme Frédéric le précisait tout à l'heure, sur le site du PMDA. Donc, vous pouvez retrouver les éléments. Si vous avez manqué une partie de ce rendez-vous, vous pourrez le revisionner.
Et puis, vous pouvez également vous abonner à la newsletter WIMEC pour ne pas manquer des actualités, nos actualités, plus particulièrement celles des énergies marines et des éoliens offshore. Et si vous êtes intéressé, rendez-vous là encore sur le site du WIMEC. L'inscription est très simple et se fait aussi en quelques clics à partir d'un bouton qui se situe en bas de la homepage. Et puis, vous pouvez également nous suivre par les réseaux sociaux ou revisionner ces différents WIMEC mythiques sur la chaîne YouTube. Donc, pour terminer, merci aux participants. Nous étions environ 80 aujourd'hui au moment du pic. Merci pour toutes les questions pertinentes qui ont été posées. Merci aux réponses de Frédéric et puis de ses collègues du PMBA qui étaient très claires. Merci à Sandrine Jamet en régie, qui a fait que ça se déroule de manière très fluide comme d'habitude. Et donc, je vous donne rendez-vous donc le 1er avril prochain, donc pour parler du projet Fairwind. Donc, bonne fin de journée à tous et surtout, portez-vous bien. Frédéric, merci. Merci Philippe et puis bonne fin de journée à tous.